capitalisant en fait. Donc, je vais vous parler des résultats de travaux conduits dans le cadre de 2 projets de recherche, Fermadapt et Climavège, donc des projets de recherche en Bretagne et Pays de la Loire sur l'adaptation au changement climatique. Et là, plus particulièrement, on va se concentrer sur les conséquences de l'adaptation au changement climatique, conséquences énergétiques, économiques et environnementales. Lorsqu'on modifie des systèmes bovins-laits pour s'adapter au changement climatique. Donc, le contexte, c'est une filière laitière en Bretagne et Pays de la Loire qui fait face à de multiples défis. Donc, déjà, au niveau des filières, on est sur 2 régions qui représentent à elles deux 36% du cheptel français de vaches laitières. Donc, c'est des filières qui sont très importantes pour, bien sûr, l'aspect territorial et économique de ces 2 régions. Elles font face à de nombreux défis. Le premier, c'est des difficultés économiques. D'abord, sur le plan de la volatilité, on est sur des marchés globalisés avec peu de possibilités de labellisation en AOP rémunératrice. On a la labellisation bio, mais qui est assez fragile. En plus de ça, on a les émissions de gaz à effet de serre qui sont importantes sur cette filière-là. 36% des vaches laitières dans ces 2 régions, donc énormément de méthane aussi émis par les bovins laits sur ces 2 régions. Donc les filières sont engagées pour les réduire. La sobriété, donc la réduction de la dépendance aux ressources fossiles bon marché, et puis faire face à un nouveau climat, à des aléas climatiques de plus en plus fréquents. C'est l'objet de cet exposé. La question qui va donc nous être posée là avec tous ces défis, c'est comment évolue la consommation d'énergie, le coût du système d'alimentation et l'empreinte carbone de systèmes bovins-laits sur lesquels on simule en groupe la combinaison de leviers pour s'adapter au changement climatique. Donc, pour le dire autrement, on a mis autour de la table plusieurs éleveurs. On leur a demandé d'adapter des systèmes bovins-laits à un climat de 2050 et on a regardé les conséquences sur l'économie, le carbone et la consommation d'énergie. Donc, les groupes d'éleveurs, ils ont été mobilisés sur la base de la motivation. On retrouve des organismes de développement comme les chambres d'agriculture, un groupe animé par le GAP 44 en Loire-Atlantique, et puis un groupe animé par le CIVAM AD de la Mayenne. Et en Bretagne, on a 2 groupes animés par les CIVAM aussi, le CEDAPA et l'ADAGE, qui sont donc joints à cette logique dans le cadre du projet Fermadapt. Donc, pour concevoir les systèmes, on a rassemblé des éleveurs autour de la table, mais plus spécifiquement autour d'un jeu sérieux qui s'appelle le Rami fourrager, créé dans les années 2010 et donc qui vous a été présenté plusieurs fois ici à la FPF, donc par l'INRA et l'Institut de l'élevage. Et on a suivi la méthodologie proposée dans le cadre du projet Climalais. On a démarré avec des données climatiques d'un modèle français. On s'est basé sur un scénario pessimiste, donc celui sans politique publique. Le modèle CNRM Aladin 63, et avec ces données climatiques sur le siècle, sur ce 21e siècle, on a donc utilisé le modèle de culture Styx qui nous a permis de simuler la pousse de l'herbe grâce à ce nouveau climat. En plus de ça, on a utilisé le GIR d'expert pour simuler et estimer les nouveaux rendements de certains fourrages qui ne sont pas modélisés par Styx. Et on a introduit tout cela dans le Rami fourrager. Donc, sur le Rami fourrager, c'est un plateau de jeu qui est composé en 2 parties. Sur la partie haute, on a l'assolement du troupeau, l'assolement du système qui est illustré avec une baguette fourragère. On y inscrit les différents couverts avec les différents rendements, les productions des prairies avec des kilos de masse sèche par jour lorsqu'elles sont pâturées, et puis des rendements lorsqu'elles sont fauchées. Et sous la partie basse, on a le troupeau qui est donc illustré avec différents pions. On illustre les différents lots d'animaux et puis les différents rations des différents lots. En plus de ça, on a à côté un petit module informatique sur Excel qui nous permet d'assurer la cohérence entre la production et la consommation de fourrage. Donc nous, on est parti pas mal de systèmes inspirés des CATIP des Pays de la Loire. Ça permettait de simplifier toute la démarche de co-construction de systèmes déjà actuels. Donc c'est des systèmes équilibrés sur des rendements du passé qu'on connaît bien. Et on les a projetés dans un nouveau climat. Et là, au lieu de prendre la moyenne des rendements entre 2041 et 2060, on a décidé de prendre 50% des années les plus sèches
sur ces 20 années, histoire de marquer le trait et de bien travailler sur les aléas qui donc mettent en péril les systèmes déjà aujourd'hui. Une fois qu'on les a projetés dans un nouveau climat, là, c'est aux éleveurs de jouer, donc de discuter, de débattre ensemble, différents leviers à mettre sur la table. Qui fait quoi chez lui? Est-ce que la luzerne, ça marche? Est-ce qu'on groupe les vélages? Est-ce qu'on met du sorgho? Et on arrive à s'accorder tous ensemble pour rééquilibrer le système sur ce nouveau climat, de manière à passer 2 années consécutives avec ce même type de climat, donc intégrant tous les leviers choisis. Par la suite, on a donc souhaité faire une évaluation multicritère de ces 2 systèmes, à chaque fois le système initial et le système adapté. Donc pour ça, on a utilisé une chaîne d'outils, donc l'outil Mécaflash de la FRCUMA qui nous a donné les consommations de carburant, les frais de mécanisation, le nombre d'heures de tracteurs. La méthode coût de production donc proposée par l'Institut de l'élevage. Donc on s'est plutôt concentré sur le coût du système d'alimentation. Donc c'est un budget partiel, mais ça nous permet d'être assez précis sur ce volet-là, alimentation. Donc la mécanisation a pu être calculée grâce à... Les frais de mécanisation ont été calculés grâce à l'outil de la FRCUMA. L'approvisionnement des surfaces, c'est issu des fiches PRL. Voilà, je vous passe les détails. Et puis au niveau de l'empreinte environnementale, on est allé sur l'outil 4.2ER de niveau 1 qui nous permet de calculer les émissions de gaz à effet de serre et puis aussi le stockage carbone par forfait selon les chiffres proposés par Dolé et ses collègues en 2013. Voilà. Alors en plus de ça, il y a les cas types qui sont derrière et qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'informations sur les systèmes et leur conduite. Alors 6 systèmes sont donc passés par cette moulinette, des systèmes assez variés. On voit que le plus intensif est au niveau de la Vendée, avec 40% de maïs sur la SFP. Le moins intensif ou qui produit le moins, c'est donc celui qui a 100% en herbe dans le sud Mayenne. Et un premier résultat, c'est qu'à la fin, là, tout en bas du tableau, tous les groupes d'éleveurs ont souhaité maintenir la production laitière. Ils se sont dit, voilà, c'est notre métier, puis on veut assurer une certaine cohérence économique. Donc, ce n'était pas quelque chose d'imposé, mais finalement, on a 6 trajectoires d'adaptation pour maintenir la production laitière sur ces 6 systèmes fourragers. Alors, au niveau des leviers choisis, ils sont nombreux, variés, il y a des similitudes. Tous permettent de s'adapter à ce nouveau climat. Ce qu'on observe, c'est que les prairies multi-espèces font leur grande entrée. Alors, sur tous les systèmes, il y a le système Sud-Mayenne qui n'a pas identifié spécifiquement la prairie multi-espèces, mais bien sûr, tous les éleveurs sont convaincus par leur intérêt. On a aussi la diversification des ressources fourragères, donc les mélanges céréales protéagineux immatures et MCPI, les régats hybrides trèfle violet qui permettent de produire assez fortement sur 3 années avec le trèfle violet qui produit bien en été aussi. Donc ça a convaincu pas mal d'éleveurs, le sorgho, la luzerne, la betterave aussi en Bretagne. Et au niveau de l'évolution de ces systèmes-là, on a donc des systèmes qui conservent à chaque fois du maïs. Alors la part de maïs dans la SFP bouge un peu, elle a tendance à un peu se réduire, mais pas sur tous les systèmes. Les éleveurs étaient d'accord pour dire que c'était un fourrage quand même qui permettait de faire du rendement de qualité et du rendement pendant les bonnes années et un peu de rendement aussi quand même pendant les mauvaises. On a la part de SFP sur SAU qui a tendance à augmenter. On supprime les surfaces en céréales. Et ce qui est notable, c'est l'évolution du chargement apparent qui diminue sur tous les systèmes. Alors, au niveau des résultats sur le volet mécanisation, voilà. Ouais. Alors, sur le volet mécanisation, on a 3 indicateurs. La consommation de carburant de la SFP ramenée à la production laitière, la consommation de carburant par litre de lait ramené à l'hectare de SFP et les heures de tracteur à l'échelle de l'atelier lait par an. Et donc là, on voit qu'on a une augmentation à chaque fois des consommations de carburant sur ces différentes trajectoires d'adaptation. Et c'est ce que j'ai mis en jaune, c'est la diversification en fait du système fourrager qui fait qu'on intervient davantage avec le tracteur, on a davantage de fauches sur la luzerne, sur du RGH-TV, on a des robés qui sont implantés, on a des mélanges de prairies sous couvert de métail, donc voilà, ça entraîne beaucoup plus de mécanisation, et donc ça c'était quelque chose qui était finalement assez anticipé par les groupes d'éleveurs. Au niveau de l'économie, ça suit un peu la même tendance. Ce qu'on observe, c'est que sur 4 systèmes pour 6, on augmente le coût du système d'alimentation
avec des fois des augmentations qui sont assez importantes. C'est la mécanisation qui, derrière, augmente sur tous les systèmes. On a l'approvisionnement des surfaces aussi, qui est un poste qui augmente sur tous les systèmes. Et là, derrière, c'est les semences. En fait, le poste semences, on investit sur l'agronomie, donc on observe une augmentation sur tous les systèmes. L'alimentation achetée peut être réduite de temps en temps. Là, c'est lorsque les éleveurs ont estimé qu'on utilisait trop de concentré. Donc, ce n'est pas toujours réaliste, mais des fois, c'est quand même plus proche de leur pratique de sobriété du point de vue des concentrés. Et puis, sur le foncier, on augmente aussi parce que plus d'hectares pour nourrir le même troupeau. Alors, il y a d'autres postes aussi qui bougent, hein, je les ai mis en dessous, sur l'achat de paille, sur la baisse du produit des grandes cultures. Si on baisse le taux de renouvellement, on a moins de génisses à vendre ou moins de vaches de réforme. On a aussi moins de génisses à élever. Donc, on est conscient qu'on n'a pas tout calculé, mais on voit que sur l'économique, on a quand même une vigilance qui est au rouge. Sur l'empreinte carbone, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur 5 systèmes sur 6. Donc cette réduction, elle est fortement liée à l'optimisation du troupeau. On a réduit l'âge au premier vélage des génisses, et puis on a réduit le nombre de génisses aussi sur le système. Donc on réduit le méthane entérique produit sur le système, avec la même production laitière. Alors, on a aussi le stockage carbone qui évolue un peu, où on a 2 baisses là en Est-Vendée et puis Est-Ille-et-Vilaine. Lorsqu'on a plus de prairies aussi sur notre assolement, on peut augmenter le stockage carbone, même si ces chiffres-là sont voilà, assez aussi grossiers parce qu'on est sur une méthodologie très simple. Et derrière, on peut avoir en plus une optimisation du système, plus de pâturage, moins d'achat de tourteaux de soja, du passage de tourteaux de soja à tourteaux de colza. Donc, on peut de temps en temps aussi réduire nos émissions de gaz à effet de serre en s'adaptant au changement climatique. Donc là, j'ai fait une petite tentative de synthèse qualitative sur ces différentes conséquences de l'adaptation au changement climatique en système laitier. Alors, lorsqu'on veut adapter un système laitier au changement climatique, on peut jouer sur les ressources, donc optimiser la SFP. Là, ça a l'air d'être bénéfique pour l'économie, pour l'empreinte environnementale et pour le carburant. On améliore le pâturage, on optimise, on baisse le gaspillage ou on améliore la conservation des stocks. On peut aussi diversifier la SFP. Lorsque c'est à l'échelle de la parcelle, il y a des avantages sur tous les plans. Lorsque c'est à l'échelle de l'assolement, on voit que l'économie et le carburant peut de temps en temps aller à la hausse. Et puis, lorsqu'on augmente la SFP, là, pour le coup, on a des charges plus élevées, que ce soit sur le carburant, sur les coûts de production en général. Et en extensifiant le système, on peut peut-être améliorer son empreinte environnementale également. Voilà, de l'autre côté, on peut jouer sur les besoins en optimisant le troupeau, donc en jouant sur la périodicité des vélages. Mais ce qu'on voit surtout, c'est en fait une diminution du troupeau ou diminution du cheptel de renouvellement, avec une baisse de l'âge au premier vélage, baisse du taux de renouvellement. Et c'est pour ça qu'en combinant ce levier-là sur l'optimisation ou la diminution du troupeau, plus l'augmentation de la SFP, on a une baisse du chargement qui est observable sur tous les systèmes. Voilà, donc pour conclure, sur les systèmes étudiés du Grand Ouest, on observe que l'adaptation a un coût économique et énergétique, donc un coût économique à prendre en compte au niveau de la filière, et puis un coût énergétique aussi qui est pas anodin sur des systèmes qui sont ici plutôt herbagés et qui se disent vertueux et économes en intrants. L'adaptation, elle peut être accompagnée de l'atténuation des gaz à effet de serre émis sur un système. Ce n'est pas toujours le cas, mais on observe une synergie quand même qui donc pourrait être un peu plus quantifiée et qualifiée par les prochains projets de recherche. Et de manière générale, cette étude, elle permet de poser une première méthode pour ensuite être testée sur d'autres contextes et hautes filières. Voilà, donc il y a plein de progrès à faire, notamment sur l'aspect économique. Il faudrait aller jusqu'aux charges de structure et puis jusqu'à l'échelle de l'exploitation, parce qu'on modifie pas que le système fourrager, mais aussi les grandes cultures et les autres ateliers annexes. Et puis améliorer l'estimation du carbone stocké, ça semble être une piste de progrès importante également. Donc là, je vous ai mis 2 projets qui sont en cours et qui vont s'atteler un peu plus à répondre à ces questions. Voilà, merci pour votre attention. Merci aux éleveurs et éleveuses qui ont participé à Céramie Fourrager et puis aux financeurs de cette étude. Merci. Merci, Marie. Donc, on va
enchaîner avec 5 minutes de questions. Donc, à vous la parole. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Oui. Arnaud Farinel de Fourage Milieu en Belgique. Je me demandais, est-ce que vous aurez au moment une approche aussi par rapport à la main-d'œuvre? Parce qu'en fait, alors c'est pas nouveau, mais dans toutes les questions d'aléas climatiques, à chaque fois on vient avec les mêmes leviers qui sont. On ne va pas réellement changer le système, on va faire mieux, donc en l'optimisant et en diversifiant. Or, au moment, quand je vois les pistes d'optimisation, elles ne sont pas nouvelles, et la diversification non plus. Donc, si les gens ne le font pas, en fait, la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Et donc, dire on va faire plus de cultures et en plus on va les faire mieux, il va falloir à un moment changer la structure de l'exploitation. Ouais, en effet, c'est une grosse limite de notre étude et puis de toutes ces pistes d'adaptation. On l'a pas mal détaillé dans l'article, qui donc sera mis dans un numéro de Fourage. Les éleveurs, ils étaient tous conscients de ça. Et là, d'ailleurs, à chaque fois, je leur demandais c'était quoi votre principale préoccupation. C'était le renouvellement des générations et le temps de travail. Ce n'était pas les aléas climatiques. À la limite, c'est le temps de travail qui revient toujours sur la table. Et donc, lorsqu'on a co-conçu ces systèmes de demain, la première des choses, c'était, oh purée, ça va être complexe comme système à mener. Et on le voit sur les heures de tracteur aussi, ça amène beaucoup plus d'opérations culturales. Donc, voilà, gros point de vigilance aussi dessus. Bonjour. Moi, je me posais la question, est-ce que l'hypothèse qui a été choisie de maintenir la même production a été rediscutée ensuite? Quand on voit qu'il y a des systèmes qui prennent plus de 20% de coût de production, est-ce qu'au final, est-ce que c'est pertinent de maintenir absolument la production, la même production? Non, on n'est pas revenu sur ce choix qui était vraiment collégial au sein des éleveurs. Disons que c'est aussi pour répondre à des problèmes économiques d'annuité qui sont collés à un volume de lait produit par an. Et donc, c'est des coûts de production qui augmentent, comme la hausse du carburant qu'on a vu l'année dernière. Donc, c'est aussi le prix du lait qui peut augmenter. Donc, c'était plutôt ça la réponse des éleveurs. Mais certaines parties de ramis fourragers non décrites ici menaient à baisser aussi la production laitière. C'est de temps en temps une logique que les éleveurs mettaient sur la table. Brendan, salut, c'est Luc de la Ville. J'avais une question au regard du système fourrager auquel vous aboutissez. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la conséquence de l'outil que vous avez choisi? En d'autres termes, pourquoi ne sort pas dans vos adaptations des systèmes maïs en silage, luzerne en silage, ou maïs en silage, luzerne déshydratée avec irrigation? Parce que quand on regarde les pays du Sud qui font du lait encore aujourd'hui et qui ont la sécheresse que, paraît-il, on aura demain, on voit que les grandes clés d'adaptation, elles sont plutôt sur des schémas comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, à la limite, je m'en fous. Je constate juste que c'est sur ces schémas-là que ça s'oriente. Et compte tenu de l'outil que vous avez utilisé, est-ce que, inexorablement, vous ne pouvez pas sortir ces schémas-là? Je ne pense pas que ce soit l'outil, je pense que c'est plutôt les groupes d'éleveurs. C'est une bonne remarque et je pense que du coup, les groupes d'éleveurs n'étaient pas représentatifs de la réalité terrain en Bretagne et Pays de la Loire. En Bretagne, c'est la médiane, la proportion de maïs sur SFP, elle est de 40%. Et en Bretagne, c'est 38% en système laitier. Donc là, on n'en a qu'un système à 40%. Et c'est un système avec des éleveurs qui se remettaient un peu en question, qui voulaient prendre du recul et faire plus de pâturage. Donc on a baissé la part de maïs. Mais c'est clair que si on l'avait fait avec des éleveurs avec plus de maïs, on n'aurait pas eu les mêmes pistes. Et là, à mon avis, l'aspect grande culture prend beaucoup le relais, où donc on a une partie de maïs grain qu'on ensilde tous les ans pour s'adapter aux aléas, s'il y a besoin. Et donc, ouais, non, mais je ne pense pas que ce soit l'outil. Le rami fourrager peut faire un peu de tout. J'ai jamais vu faire ça. Tu viendras sur un atelier un jour. Et sinon, autre remarque, compte tenu de l'imprécision des modèles et des outils que vous utilisez, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on baisse l'impact carbone et les émissions de gaz à effet de serre, parce que vos écarts sont quand même, ni qu'on augmente d'ailleurs sur un système, ouais. Les écarts sont tellement ténus en regard de l'imprécision de tout ce qu'on utilise que, ouais, on dirait... Ouais, c'est vrai que ça fait des petits pourcentages de baisse.
Par contre, quand on... Le premier est un peu plus marqué, mais quand un éleveur... Stabilité, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Mais aujourd'hui, quand un éleveur s'engage sur un plan carbone, 3%, 5%, c'est des chiffres qui sont communs. C'est sur un bilan carbone. C'est essentiellement lié à nos incompétences zootechniques, avec un âge au premier village à 32 mois et une longévité extrêmement médiocre. C'est les deux leviers à chaque fois qui sont utilisés et qui marchent. Le reste, globalement, a peu d'effet. Ouais. Voilà, donc d'autres projets pourront aller plus loin sur cette empreinte carbone. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci Brendan.